Cool. Bon, merci tout le monde d'être venu ce soir. Donc, vous avez compris, nous, on va vous parler d'un sujet pas réellement technique comme Julien aurait voulu, mais on va vous parler d'e-sport. L'idée de ce talk, c'est de faire un comparatif entre l'e-sport aujourd'hui avec le monde du sport réel que vous avez peut-être pratiqué sport déjà. Traditionnel. Pardon, excuse-moi, je commence déjà mal. Ouais, que vous avez déjà peut-être pratiqué dans votre vie. On va voir ensemble qu'il y a beaucoup de choses du sport qui sont aujourd'hui intégrées dans le monde de l'e-sport. Et il y a aussi des petites différences qu'on va aborder. On se présente peut-être Si tu veux. Mais juste vite fait en 2 mots. Vas-y, commence. Moi c'est Lucas Dupuis et ça c'est Yann Bertrand. Moi c'est Yann. Du coup, moi je suis fan de Counter-Strike. Et moi je suis plutôt la scène StarCraft 2. Et puis sinon, en vrai, on est dev quand même, mais c'est pas pour ce soir. Ouais, ça on s'en fout. Donc du coup, pour commencer, je vais être un petit peu scolaire, donc je vais vous donner une définition qui vient de Wikipédia, la définition du sport. Le terme de sport a pour racine le mot de vieux français de sport qui signifie divertissement, plaisir physique ou de l'esprit. Donc là, on voit bien le rapport avec l'e-sport. En traversant la Manche, d'e-sport se mue en sport et évacue de son champ la notion générale de loisir pour se concentrer sur les seules activités physiques et mentales. Le sport moderne se définit principalement par 4 éléments. La mise en œuvre d'une ou plusieurs qualités physiques, qui peuvent être l'endurance, la résistance, la coordination, l'adresse. Une activité institutionnalisée. J'ai toujours du mal avec les mots depuis 3 syllabes, je suis désolé. Ces règles tendent à être identiques pour l'ensemble de la planète. Ça marche bien pour les jeux. Une pratique majoritairement orientée vers la compétition, on verra plus tard, et une pratique fédérée, souvent sous la tutelle d'une fédération sportive. Là, un petit peu, on va voir qu'il y a quelques différences. Le premier point que je voulais aborder, moi, en rapprochement entre les deux mondes, c'est l'histoire qui existe déjà dans le monde de l'e-sport. Donc, dans le sport, je pense que vous avez tous des images en tête. Moi, j'avais noté celle de Zizou en finale, le coup de boule, vous le connaissez tous, en 2006. L'e-sport, il y a déjà une histoire avec un grand H. C'est vraiment un truc vraiment très fort. Il y a eu des événements qui ont réellement marqué la scène déjà aujourd'hui. Pour vite fait en citer quelques-uns, Astralis en septembre, qui a gagné le 4e major de suite, qui, lors du 3e, un des joueurs avait perdu son père. Major de Counter-Strike. Pardon, avait perdu son père juste avant le tournoi et avait réussi à gagner ce tournoi pour son père. Pour revenir dans ton monde sur StarCraft 2, Hydra qui rage quit alors que il avait trop de pression, alors qu'en fait il avait tout ce qu'il fallait pour gagner, mais juste sous l'effet du stress. Son adversaire a mis des unités hallucinées qui n'étaient pas des vraies unités, il pensait que c'était des vraies, du coup il a juste rage quit en mode de toute façon j'ai perdu. Et il a insulté le mec en face. Or que sinon il avait gagné la partie. Également la victoire surprise de Daigo sur Street Fighter, qui réussit à contrer les coups, je ne sais plus combien il y en a, mais 18 je crois, un truc comme ça, où il réussit à contrer la frame perfect sur ce match-là. Je voudrais juste en détailler quand même un petit supplémentaire, un peu plus gros. Pour ceux qui ont déjà joué à Counter-Strike, vous connaissez déjà sûrement le sujet. Je vais parler de l'Olov Boost. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est donc sur Counter-Strike, un jeu qui a fêté ses 20 ans l'année dernière. En quart de finale. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Counter-Strike, on peut préciser que c'est un jeu de shoot. Donc ouais. C'est 5 contre 5. Oui, tout à fait. 5 contre 5, donc il y a les terroristes et les antiterroristes. Donc il y a les terroristes qui essayent de poser la bombe et les antiterroristes qui essayent de venir enlever la bombe. Donc après, c'est un jeu de shoot, on voit que le fusil. C'est ça. Voilà, grosso et donc modo, en gros, ce qui s'est passé, c'est que lors de d'un des quarts de finale du tournoi, donc c'était une équipe suédoise contre une équipe française, LDLC contre Fnatic, dans l'autre sens. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Fnatic se faisait éclater. Ils perdaient 12-3 à la mi-temps. Donc ça se termine à 16. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient préparé un petit truc, en fait, qui leur permettait de voir au-dessus des bords, normalement, de la carte, pardon. Et en fait, ils ont réussi à remonter le retard qu'ils avaient sans que l'équipe d'en face, LDLC, n'arrive à rien faire. Et donc c'était la surprise générale parce que c'était un truc vraiment nouveau, personne ne savait comment on doit réagir. Est-ce que c'est légal ce qu'ils ont fait ou pas? Et en fait, ce qui s'est décidé, c'est après coup, donc c'était le gros drama sur les réseaux, sur Twitter et tout ça.
Et ensuite, du coup, l'organisation a décidé que, en fait, ils allaient rejouer la deuxième manche et que ce truc-là était illégal. Bon, finalement, du coup, Ils ont clairement Suédois, exploité un bug ouais, du tout à jeu qui n'avait pas encore été découvert, donc ils ont profité d'une faille dans les règles. c'est ça. Et du coup, suite à ce tollé, les Suédois, en fait, ils ont juste dit OK, on déclare forfait, on joue pas. Et du coup, l'équipe française a gagné et puis a monté et a fini par gagner le tournoi. Et là-dessus, on voit un bon parallèle avec le sport. Typiquement, si on prend le basketball et principalement la NBA américaine, les règles ont beaucoup évolué sur les 30 dernières années, justement pour éviter ce genre d'abus. Typiquement, la règle des 3 secondes dans la raquette. Voilà, ce genre de règles, c'est des règles qui sont arrivées parce qu'il y avait des joueurs qui abusaient et qui tuaient un petit peu le jeu. Donc, on ajoute de nouvelles règles pour relancer la dynamique du jeu. Donc ça, c'est un peu ce qui peut arriver dans le jeu vidéo quand on va changer quelques équilibrages pour relancer la méta ou pour éviter qu'il y ait un déséquilibre entre les choix d'équipe. Et du coup, on voit que c'est quelque chose qui arrive vraiment en fait, dans le sport traditionnel. Yes. Je te laisse enchaîner. Ensuite, on va parler de la partie célébrité aussi, qui est un bon parallèle avec le sport traditionnel. Les joueurs de foot aujourd'hui, c'est des panneaux publicitaires. En plus d'être d'excellents joueurs, et plus ils sont bons, plus ce sont des panneaux publicitaires qui coûtent cher. Un joueur de foot, il porte une paire de chaussures, cette paire de chaussures, derrière, elle est vendue à des millions d'exemplaires. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de joueurs d'e-sport qui ont une grosse notoriété, surtout qui travaillent beaucoup leur notoriété, surtout avec le concept de stream. Beaucoup de joueurs s'entraînent, surtout sur les jeux solo, s'entraînent en direct sur Twitch, donc ils sont suivis. Et ils ont toujours, ils sont sponsorisés pour le casque, pour l'écran, pour la souris. Dans la description de leur chaîne Twitch, il y a toujours la liste de tous les équipements qu'ils ont. Donc ça, typiquement, pour le sponsoring, c'est quelque chose qu'on retrouve. Et à savoir que même le stream peut être payé par une entreprise qui va sponsoriser ce stream-là en particulier. Donc évidemment, ils sont présents sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas regardé de chiffres, mais toi, tu connais mieux. Je les ai plus en tête, mais ouais, c'est des trucs hallucinants. Voilà, il y a certains joueurs qui montent facile à 200 000 followers sur Twitter. On n'arrive pas aux millions que vont avoir les joueurs de foot, mais aussi l'e-sport est suivi quand même par moins de personnes. Donc à son échelle, ça reste quand même hallucinant. Et si hallucinant. on compare à notre monde du développement, là par contre, je n'en connais pas beaucoup, il y en a sûrement, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont à ces niveaux-là. Ouais. Donc il y a vraiment cet esprit de médiatisation qu'on retrouve dans l'e-sport, à l'échelle du coup de l'e-sport. C'est maintenant, c'est l'équipe TV qui diffuse certains tournois, qui vont plutôt diffuser des tournois de FIFA parce qu'ils s'adressent quand même aux gens qui regardent la chaîne pour regarder les sports traditionnels, qu'on leur met des jeux de sport traditionnels. Mais petit à petit, on voit que ça se démocratise. Typiquement, la dernière finale c'était LOL. Il n'y a pas longtemps, les Worlds. Ouais, c'est LOL, les Worlds. Et du coup, celle-là, elle a été extrêmement suivie sur Twitch. C'est juste en fait par rapport au sport traditionnel, le média où on va suivre est différent, mais il est tout aussi important. Il ramène des gens, on peut voir facilement. Là, la photo est très parlante. C'est l'équipe G2 de StarCraft qui arrive sur scène pour jouer. De Counter-Strike, pardon. Je voulais dire Counter-Strike en plus, parce que G2 n'est pas sur StarCraft. Et on voit du coup le public qui les attend, qui les ovationne. On a l'impression de voir un début de match de boxe. Là. Tout à fait. Aussi, du coup, lié à l'évolution principalement de ce monde de l'e-sport. Aujourd'hui, les joueurs, en fait, qui sont à très haut niveau, ils ont un salaire, ils ont une équipe, ils ont un staff, ils ont un manager, un coach. Certains ont même des agents, des conseillers en images, des coachs mentaux, des conseillers diététiques. Enfin, il y a des trucs hallucinants, on ne pourrait même pas penser à ces choses-là, qui sont aujourd'hui intégrés dans le monde de l'e-sport. Et ça va dans ce sens-là. En fait, pourquoi ça arrive ? Parce qu'il y a des anciens sportifs de haut niveau qui sont arrivés dans ce monde-là et qui ont essayé d'apporter justement leur professionnalisation dans ce nouveau monde, entre guillemets. Et ils sont vus comme des ovnis par leur père. Mais c'est juste super intéressant. Celui, moi, qui me parle dans ma passion de Counter-Strike, c'est un handballeur danois qui s'appelle Kasper Schmidt, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui a rejoint l'équipe Astralis de Counter-Strike, donc comme je vous ai dit, celle qui a gagné le plus de majors, et qui a apporté justement toute une nouvelle approche sur ce métier-là,
Et c'est lui qui a notamment essayé de réguler la durée qu'ils allaient passer devant leur écran, et donc de faire des journées qui commencent le matin et qui se terminent en fin d'après-midi, contrairement à leur rythme qui était complètement décalé à la base de faire des nuits pas possibles de jeu sans arrêt. Et à côté de ça, il a aussi fait attention à toute leur diététique et puis bien sûr le mental et tout ça. En France aussi, il y en a qui s'intéressent à ça. Vous avez sûrement entendu parler de Yannick Agnel, qui est maintenant, je crois que c'est dans une école d'e-sport, en tant que conseiller sportif. Donc en gros, il va apporter tout cet aspect physique, parce que c'est important, notamment pour toute la partie blessure qu'il peut y avoir, parce qu'il peut y avoir des blessures, des tendinites. Parce que bouger la souris rapidement, au bout d'un moment, ça fatigue. Tout à fait. Si on est mal assis, le dos, on se le flingue. C'est clair. En tant que dev, on sait ce que c'est. C'est clair. On partage les mêmes problèmes. J'allais dire la même passion, mais c'est pas tout à fait pareil. Et du coup, en plus de Yannick Agnel, il y a aussi Mathieu Péché qui a rejoint l'équipe Vitality, qui prend un peu le même rôle que le Danois dans l'équipe Astralis, et qui apporte justement tout cet univers-là. Et aussi maintenant, il faut voir qu'il y a un truc qui commence à apparaître, c'est que les joueurs, ils commencent à se faire contrôler pour le dopage. C'est une parfaite transition pour toi. Counter-Strike. Oui, bon. Où il y a eu quelques années, il y a eu un scandale Counter-Strike, notamment aux États-Unis, avec ce magnifique médicament qui est l'Adderall. Je ne sais pas si vous connaissez, l'Adderall, c'est un dérivé de l'amphétamine qui est à la base prescrit pour les enfants qui ont des troubles de la concentration. Et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les universités américaines, c'est un fléau. Du coup, c'est un médicament qui aide à rester concentré, qui coupe un petit peu le sommeil, la faim, tout ça. Et on s'est rendu compte que c'était énormément utilisé aux États-Unis sur les équipes de Counter-Strike. Au point que si on n'en prenait pas, on avait du mal à rentrer sur la scène, parce qu'il y avait un trop gros désavantage. Donc, les tests antidopage ont commencé à être de plus en plus présents, donc un peu comme dans les sports traditionnels, encore une fois. Il n'y a pas une compétition où il n'y a pas de test antidopage. Les autres problématiques qu'on va retrouver, ça va être il y a beaucoup de jeux qui ont des qualifications en ligne. Typiquement, StarCraft 2, qui est un jeu en plus, qui est un jeu solo. Donc les joueurs sont tous, chacun tout seul. Ils peuvent avoir une équipe, mais ils ne jouent pas en équipe. Donc quand on a des qualifications en ligne, souvent ils jouent depuis chez eux, souvent même dans leur chambre. On le voit beaucoup. Et là, difficile de contrôler. Est-ce que c'est vraiment le joueur qui dit qu'il joue, qui est en train de jouer? Est-ce qu'il n'est pas sous-produit, etc. Donc ça reste quand même une problématique contre laquelle on ne peut pas vraiment lutter, malheureusement, les qualifications en ligne, et qui sont forcément nécessaires. Pour un tournoi, même si à la fin il y a 16 ou 32 personnes qui se rejoignent offline, à la base il y a 200 personnes qui vont essayer de se qualifier. C'est un problème qu'on retrouve moins du coup sur StarCraft en Corée ou sur la GSL. Tous les joueurs jouent tous les jours sur scène et tous les matchs sont sur scène, donc là il y a un contrôle qui est plus présent. L'autre problématique qu'on va avoir du coup dans l'e-sport et qu'on ne retrouve pas dans le sport traditionnel, ça va être la thématique des jeux. Tout à l'heure, je vous disais Counter-Strike. Counter-Strike, du coup, c'est terroriste contre antiterroriste, on joue avec des armes à feu, on se tire dessus, le but c'est de tuer l'équipe adverse. Pour trouver des sponsors, ça peut être un peu plus compliqué. Voilà, il y a certaines sociétés qui ne vont pas avoir envie d'associer leur image de marque à ce genre de jeu. Notamment Orange, pardon. Voilà, typiquement pour Orange. Counter-Strike refuse de sponsoriser le... C'est quelle équipe qui Là, c'est Vitality en l'occurrence. Voilà. Mais, ouais. Donc ils Vitality sont sponsors sur les autres e-sports, mais pas sur CS. Donc, ceux qui jouent à Rocket League, ils ont le logo Orange. Ceux qui jouent à Counter-Strike, ils n'ont pas le logo Orange. C'est pas un petit logo, c'est le logo principal en plein milieu du maillot. Donc ça fait assez bizarre. Voilà. Donc après, il y a énormément de jeux. Nous, on parle surtout StarCraft 2, donc, qui est un jeu armée contre armée, en gros, un jeu de stratégie où on gère une armée et on doit taper sur l'armée en face. Bon là, ça va, c'est un peu plus, moins réaliste, vu que ça va être des aliens qui tapent sur d'autres types d'aliens. Ça passe encore, mais voilà, ça peut être des problèmes. Après, il y a d'autres jeux, par contre, qui marchent bien. Ça va être Rocket League, où c'est des voitures qui font du foot. Il y a FIFA, qui est du foot, NBA 2K, qui est juste du basket. Donc on retrouve quand même suffisamment de diversité pour que cette problématique soit vraie que sur certains jeux. Donc après, l'autre problématique moi, qui me parle beaucoup, c'est la toxicité des fans. Le monde du jeu vidéo, autant qu'on l'aime, autant qu'on s'implique dedans, il y a une très mauvaise mentalité pour rester poli. Globalement, dans le jeu vidéo, c'est beaucoup de jeunes ados qui sont souvent un peu
mis à côté et qui ont tendance à avoir des comportements très toxiques, donc très masculinistes, vraiment anti-diversité, etc. Et on voit qu'on retrouve très peu de diversité dans le monde de l'e-sport et c'est principalement à cause de ça. Donc c'est la toxicité des fans et du monde du jeu vidéo en même temps. Donc là typiquement on a un des rares exemples, donc ça c'est Scarlett, c'est une joueuse de StarCraft 2 canadienne qui est très talentueuse et elle fait partie des rares femmes à être arrivée dans le monde du jeu vidéo. Parce que finalement on en voit peu alors qu'il n'y a pas de grosses de différences physiques, on demande moins d'attrait physique. Ce n'est pas une course de 100 mètres où va y avoir une différence physique entre des femmes et des hommes. Là, il n'y a pas de raison qu'il y ait aussi peu de diversité. Et c'est un truc que je trouve vraiment dommage. Pour ajouter un point là-dessus, il me semble qu'il y a quand même une femme qui a gagné, je crois que c'est la finale de Hearthstone, c'est ça hein. Et qui est décédée récemment. Ah ouais, c'est elle qui est décédée. Oui. Non, c'est une joueuse de League of Legends qui est décédée. D'accord. Excuse-moi, j'ai mélangé. Ok. C'est la première femme à atteindre le plus haut niveau sur League of Legends. D'accord. Voilà, bon enchaînement. Et du coup, le dernier point, c'est la dépendance vis-à-vis des éditeurs. En intro, je vous ai dit pour le sport traditionnel, il y a une ligue. Souvent, il y a une ligue, donc typiquement la FIFA. La FIFA régule un peu ce qui va être fait dans l'année au niveau footballistique. Ceux qui gèrent les règles, ceux qui gèrent les tournois, et tout passe par eux. Normalement, c'est censé être une instance indépendante, pas vraiment une entreprise, malgré les soucis qu'il y a eu de corruption au sein de la FIFA. Ça reste quand même quelque chose d'indépendant et qui gère tout. Et là, on est vraiment sur le jeu vidéo dépendant des éditeurs. Et souvent, les tournois ne sont pas organisés par les éditeurs, mais les éditeurs acceptent qu'ils soient organisés. Mais si un jour un éditeur dit « c'est mon jeu, c'est ma propriété intellectuelle, je ne veux plus qu'elle apparaisse sur Twitch, je ne veux plus que vous fassiez de tournoi », on est obligé de tout stopper. Là, typiquement, il y a eu des grosses inquiétudes parce que Blizzard, qui est l'éditeur de StarCraft 2, ne donnait pas d'infos sur ce qui allait se passer en 2020. Et finalement, on a appris qu'ils donnaient les droits à l'ESL. Et c'est Electronic Sport League. Et du coup, c'est eux maintenant qui vont gérer les tournois. Ils se sont engagés et ils se sont engagés sur 3 ans. Mais peut-être que dans 3 ans, StarCraft 2, c'est fini. Et ça, voilà, c'est un vrai problème en fait de pérennité. C'est rare les jeux qui sont pérennes dans le temps et on ne sait jamais où est-ce qu'on va. Alors souvent, on va avoir typiquement, il y a eu pendant très longtemps, c'était StarCraft 1, après c'était Warcraft 3, du coup après c'était StarCraft 2. Il y a quand même, on retrouve toujours par style de jeu, un jeu qui est majeur. Mais voilà, on ne sait jamais lequel, on ne sait jamais si les joueurs vont pouvoir suivre. Donc c'est encore plus difficile de faire carrière dans l'e-sport, en plus qu'il y a moins d'argent que dans le sport traditionnel, mais en plus ça va être pendant moins longtemps potentiellement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle direction ça va. Comme le disait Lucas, on a des gros soucis au niveau de la diversité et c'est pas normal que ça soit le cas. On a un peu le même problème en informatique, vous allez me dire. Mais peut-être qu'on peut être plus malin et réussir à trouver des solutions sur ce sujet-là dans l'e-sport. Pour l'instant, c'est difficile. Il y a des évolutions, si on veut, mais c'est toujours compliqué. La dépendance dont tu parlais avec les éditeurs, ça pose aussi des soucis quant à l'intégration avec le monde du sport traditionnel, notamment pour des choses comme les JO, parce que les JO ne se mettront jamais avec quelque chose de privé, parce que c'est pas l'idée. Enfin, ils sont plus ou moins intégrés quand même dedans, mais c'est pas l'idée. Et puis après, le sujet qui est le plus intéressant, je trouve, c'est de réussir à faire comprendre aux autres gens, au grand public, que ce monde-là, il est réel, il existe, même si ça se passe sur des ordinateurs. Il faut que ça soit compris comme du sport. Et donc, il y a un gros effort pédagogique à faire sur les jeux pour essayer de montrer ça à tout le monde. Ouais, quand on voit la professionnalisation, le sérieux avec lequel les gens font ça, l'argent qui se gagne, il y a un moment, il faut peut-être arrêter de mépriser ce monde-là, quoi. Yes. J'espère qu'on vous a transporté un petit peu avec nous dans ce monde qui nous passionne. Et puis, merci à tous.